BFM Business, BFM Crypto, le club. Les membres du club cet après-midi, Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Stéphane. Également au plateau cet après-midi, Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et en direct avec nous par téléphone, Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Comme tous les jours, on va s'intéresser aux niveaux, les niveaux à surveiller, les niveaux actuels sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Oui, alors le cours du Bitcoin consolide sous les 30 000 $ depuis un peu plus d'un mois, maintenant un mois et demi, toujours de manière bien construite sur le plan chartiste. Alors moi, je vais démarrer mon intervention, si vous me le permettez, cher Stéphane, par un point positif que j'observe dans l'immédiat, à savoir la relative bonne étanchéité du marché crypto à des forces cross-asset significatives qui en général agissent sur lui de manière négative du fait des corrélations inversées. Je vais vous en citer 3 et vous allez voir que c'est quand même une petite victoire parce que d'autres actifs qui subissent le même type de corrélation inversée n'y résistent pas. Depuis quelques séances et encore sur la séance du jour, le rebond du dollar américain face à un panier de devises a commencé il y a environ une semaine. De la même façon, sur la même période, depuis une semaine à une dizaine de séances, la reprise des taux d'intérêt du marché, des taux d'intérêt nominaux qui retendent vers leur niveau d'avant la crise bancaire. Je peux même vous citer les taux d'intérêt réels aux États-Unis, les taux nominaux moins l'inflation, qui repassent légèrement positifs. Et puis, la consolidation du jour du marché action avec en particulier les principaux indices européens qui rejettent depuis des niveaux de résistance importants. Alors là, c'est un cocktail qui, en général, provoque un repli du cours du Bitcoin. Donc en soi, c'est une petite victoire de résister à cela. Je vais vous donner 2 exemples. Prenez par exemple le cours de l'or et de l'argent qui, depuis quelques séances, corrige fortement parce que justement, il subit ces corrélations inversées que le marché crypto subit habituellement. Alors, est-ce que cela signifie que le cours du Bitcoin a toujours l'élan haussier qu'il a depuis le début de l'année? Est-ce que cela signifie qu'il peut nous mettre une réplique haussière de celle qu'il avait proposée au moment de la crise bancaire? C'est possible. Et puis, je vais terminer par répondre, je crois, à votre question d'origine qui était les principaux niveaux techniques. Pour le cours du Bitcoin, il y a toujours, et j'en parlais la semaine dernière sur votre antenne, ça n'a pas changé, 2 hypothèses chartistes. La première, la plus haussière, consiste à dépasser la résistance des 27 500 $. Je vais être précis. Si c'est le cas, et si c'est un dépassement de résistance qui est acquis sur la base d'une clôture hebdomadaire, quotidienne, en route vers les 32 000 $, les récents plus hauts, il y a un scénario haussier que je qualifierais de retardé, qui consistera à aller chercher de la liquidité dans une importante poche de liquidité sur le marché, notamment du côté des dérivés, entre 23 000 et 25 000 $ avant de reprendre la tendance haussière. Voilà, ce sont mes 2 hypothèses chartistes. Pour Ethereum, c'est à peu près le même scénario. Moi, j'estime que la tendance haussière reste valide au-dessus du support à 1 700 $. Voilà, Stéphane, je ne peux pas être plus précis. Merci beaucoup, Vincent Gann, analyste technique indépendant. L'actu des cryptos avec Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. On va commencer par cette nouvelle Bitcoin qui est désormais la 2e plus grosse blockchain en termes de volume de NFT. Quelle histoire, effectivement. Ouais. Cette blockchain Bitcoin qu'on n'attendait pas du tout à cet endroit-là aujourd'hui et pourtant qui remplit un rôle assez important aujourd'hui dans l'écosystème des NFT, ces fameux tokens non fongibles qui représentent des objets d'art ou tout autre objet collectionnable sur les blockchains. On connaissait Ethereum qui est vraiment le pionnier, la pionnière dans cet écosystème et qui draine la majorité des volumes de ces fameux NFT. Mais aujourd'hui, on voit Bitcoin être la 2e blockchain la plus utilisée pour ces NFT. Si on regarde un petit peu les volumes, sur ces 30 derniers jours, donc sur le mois glissant, c'est 168 millions de dollars de ventes d'ordinals, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler sur Bitcoin, donc c'est NFT. Ça fait d'elle la 2e plus grosse blockchain, devant Solana ou devant d'autres Polygon ou d'autres qu'on connaît qui ont plus l'habitude d'être dans ce classement. Mais c'est quand même un peu particulier. Pour rappel, c'est depuis une mise à jour assez récente qu'on peut faire des NFT sur Bitcoin. Ça fait un grand débat dans l'écosystème parce que ce n'est pas le rôle de Bitcoin à l'origine de pouvoir émettre et transférer des NFT. Ça fait des frais exorbitants sur la blockchain Bitcoin. Récemment, on en parlait sur ce plateau. Ça fait même que les frais de transaction sont supérieurs aux récompenses de minage, c'est-à-dire de plus de 6,5 Bitcoin toutes les 10 minutes, ce qui est assez faramineux. Et donc beaucoup s'interrogent sur l'intérêt. Bitcoin n'a pas été construit pour ça, c'est donc une départementale. Là, on va faire passer autant de trafic qu'une autoroute. C'est davantage le rôle d'Ethereum ou de Layer 2 d'Ethereum. Et pour justement justifier peut-être le non-intérêt des NFT sur Bitcoin, c'est effectivement presque 170 millions de volumes
mais c'est 5800 utilisateurs. Donc c'est très peu. 5800 utilisateurs, c'est nul par rapport aux presque 200 000 utilisateurs mensuels sur Ethereum qui, eux, achètent et vendent des NFT. Donc ça fait beaucoup de fracas sur Bitcoin, beaucoup de frais, ça fait plaisir aux mineurs, moins aux utilisateurs de Bitcoin. La communauté est assez divisée. Des personnes très connues de l'industrie demandent à faire marche arrière sur cette possibilité, faire marche arrière sur cette mise à jour. On verra ce que ça donne. En tout cas, effectivement, Bitcoin est désormais la deuxième blockchain la plus utilisée pour les NFT dans le monde des actifs numériques. Et effectivement, Yves Chouefati, ça fait plaisir aux mineurs. Tout à fait, hein, c'est une bonne nouvelle pour les mineurs. Est-ce que c'est une nouvelle qui est conjoncturelle ou qui va durer? Ça, on ne sait pas. Hein. On a encore une illustration ici de l'incroyable fertilité de la technologie inventée par Satoshi. Hein. Donc on n'arrête pas de trouver de nouvelles applications. Lesquelles seront durables, lesquelles ne le seront pas, on ne sait pas. Moi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser un peu aux pyramides. Hein. Si on se rapproche des pyramides et qu'on regarde un peu les étages bas des pyramides, on va voir plein de graffitis. Qui se sont accumulés depuis littéralement des milliers d'années. C'est ça qui est en train de se passer en fait. Le Bitcoin, c'est comme une énorme pyramide qui est vraisemblablement destinée à l'éternité. Le Bitcoin, imaginez un scénario où le Bitcoin disparaîtrait complètement, c'est pratiquement impossible. Et quelque part, laisser sa trace sur cette pyramide-là, aujourd'hui, d'aucuns sont en train de lui donner de la valeur. Ça me rappelle aussi, vous parliez du luxe tout à l'heure, dans une fondation d'art contemporain située au Bois de Boulogne à Paris, il y a en ce moment sur Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton. Il y a une exposition Basquiat-Warhol. Absolument. Basquiat, c'est du street art au début. Et Warhol, il s'était amusé à un certain moment à signer des billets de $100. Et comme par magie, ces billets de $100 valaient beaucoup plus que $100 une fois qu'ils étaient signés par Warhol. C'est un peu ça qui est en train d'arriver aux ordinals. Les ordinals, c'est des Satoshi très ordinaires. On les numérote, éventuellement, par un autre artifice qui s'appelle le BRC20, on va les enrichir d'un graffiti. Et brusquement, ce ne seront plus des billets de $100 ordinaires, ce seront des billets non fongibles et qui auront pris de la valeur. Désolé de jouer les oiseaux de mauvais augure ou de m'interroger sur cette question, mais quel est le poids écologique de ces ordinals? Parce que faire passer une autoroute sur une route départementale alors qu'on sait que la blockchain a quand même un coût important en matière de consommation d'énergie. Effectivement, c'est toujours un débat alors qui n'est pas propre à cette question des ordinals sur Bitcoin et sur l'utilisation des blockchains, puisqu'en vérité, Bitcoin fonctionne depuis 2008-2009 et mine toutes les 10 minutes des blocs qui permettent de la sécuriser. Donc, ce n'est pas une problématique qui est propre à cette news. Après, la problématique globale de la consommation énergétique des réseaux, particulièrement celui de la blockchain Bitcoin, puisqu'on l'a traité suffisamment de fois sur ce plateau, Ethereum est passé en proof of stake et consomme depuis septembre dernier 99,9% d'énergie en moins. Mais pour ce qui est de Bitcoin, effectivement, il y a toujours cette interrogation. On a coutume de dire que plus de la moitié de l'énergie est issue de l'énergie renouvelable sur Bitcoin. Ça dépend où sont placés les mineurs. Et c'est de par cette provenance qu'on peut savoir effectivement que c'est davantage de l'énergie renouvelable, parce que c'est pas rentable de le faire avec de l'énergie grise ou de l'énergie carbonée, étant donné que la rentabilité se fait, on le sait bien, sur la différence entre le prix de l'énergie et la revente du Bitcoin. Donc, pour répondre à la question très clairement, l'utilisation des ordinals ne va pas faire que la blockchain Bitcoin va consommer davantage. Par contre, ça va faire que les gens qui veulent l'utiliser vont payer plus cher, mais ça n'alourdira pas le bilan carbone, quel qu'il soit, de la blockchain Bitcoin. Autre info que vous avez sélectionnée pour nous, aujourd'hui, les crypto-monnaies volées dans les hacks ont baissé de 70% au premier trimestre. Oui, alors ça fait toujours une petite somme intéressante, ça fait toujours 400 millions d'euros pour ceux qui ont réussi à trouver des failles. Mais ça fait 70% de moins quand même. 70% de moins, effectivement. Ouais. C'est assez intéressant à observer. Alors ça s'explique de plusieurs manières. La première manière, et on l'avait aussi traité sur ce plateau au moment où c'était arrivé, parce que c'était assez extraordinaire, c'est qu'un hacker, l'un des plus gros hackers de cet écosystème, s'est fait arrêter il y a quelques mois après avoir justement manipulé un protocole de la finance décentralisée, cette fameuse DeFi, et aujourd'hui justement va être traîné devant les tribunaux et on va essayer de comprendre comment a-t-il réussi à faire cette attaque. Donc déjà, on s'est dit, ok, on n'est plus sur, mais ça depuis longtemps, mais ça s'incarne aujourd'hui pour le grand public et les tribunaux, on n'est plus sur un écosystème où n'importe qui peut pirater ce qu'il veut et on ne sait pas qui est derrière. On peut retracer les choses aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs une news que votre journaliste Pauline Armandet a retrouvée il y a quelques semaines, qui est une organisation terroriste qui a demandé à ne plus recevoir des bitcoins comme moyen de financement puisque c'était traçable. On est dans cette dynamique où justement on peut aller chercher les gens pour les traîner devant les tribunaux. Donc ça a fait peur à certains. Donc c'est une partie de l'explication de cette diminution.
Et puis le reste, c'est que les protocoles sont chaque jour un peu plus sécurisés. Il y a de plus en plus d'audits, les hacks sont colmatés au fur et à mesure, et donc on arrive à avoir de plus en plus de résilience sur les projets de la finance décentralisée, qui était grosso modo ce qui représentait 95% des hacks ces derniers mois. C'est 400 millions du premier trimestre compris. C'est la finance décentralisée. C'est pas Bitcoin n'a jamais été piraté, c'est pas Bitcoin qui représente ces millions. Mais c'est quand même à contrebalancer avec le fait que ce trimestre, on n'a pas eu de gros projet qui a été hacké, il n'y a pas eu de grosses failles de trouver. Et comme c'est un écosystème assez jeune, il pourrait très bien y avoir un hack demain sur un protocole de taille moyenne et que ça fasse très vite des sommes assez importantes et qu'on inverse la vapeur. Mais voilà, la tendance, elle est davantage en ce moment à rendre les fonds qui ont été justement piratés. La moitié des fonds l'année dernière qui ont été piratés ont été retournés par les hackers, soit parce qu'il y a eu des accords entre les protocoles et les hackers, soit parce qu'on est venu les chercher justement grâce à la transparence et l'auditabilité de la blockchain. Et donc ça permet d'avoir 70% sur ce trimestre en moins de hacks, même si encore une fois ça représente 400 millions sur les 1700 milliards que représente l'écosystème blockchain au global. Yves Chouapati, vous voulez commenter ? Non, mais il y a peut-être aussi un autre phénomène qui explique la baisse, c'est que il y a 1 an ou il y a 2 ans, nous étions dans une phase de développement du système. Donc il y avait plein de nouveaux venus. Les nouveaux venus, ils se font tester. Leur fragilité se fait tester. Et aussi, oui. Et ils ont tendance effectivement à se faire hacker plus facilement que ceux qui ont déjà 4 ans de résistance contre le C'est quoi, le c'est hack. le principe de sélection naturelle ? Tout à fait. La résilience. Tout à fait. On va parler du wallet MetaMask. Est-ce qu'il peut réellement retenir vos crypto-monnaies pour les impôts ? Alors ça fait partie cette semaine de la grande peur qu'a eu l'écosystème, d'abord avec notre entreprise fleuron française Ledger, qui est cette licorne qui permet justement de sécuriser ses crypto-monnaies à travers des clés et des matériels physiques, qui cette semaine, en tout cas la semaine dernière pour être très précis, a annoncé une nouvelle manière de pérenniser ses actifs numériques en prenant un abonnement de 10 € qui permettait de récupérer sa clé si on l'avait perdue. Alors pour rappel, la clé c'est extrêmement précieux. C'est sur ce principe qu'a fondé Ledger toute sa résilience et toute sa popularité, qui lui permet d'être aujourd'hui une start-up valorisée à plus d'1 milliard d'euros, qui était de dire « not your keys, not your coins ». Si ce n'est pas vos clés privées, ce ne sont pas vos cryptos. Et pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, quand on achète une Ledger et quand on veut vraiment posséder ses fonds, on note scrupuleusement, à l'abri de tout regard, en éteignant les caméras de ses téléphones portables ou en les cachant pour les plus stressés d'entre nous, 24 mots qui permettent de régénérer la phrase, le mot de passe qui permet de bouger ses cryptos. Eh bien, Ledger a dit, bon, effectivement, si on veut aller chercher l'adoption massive, il faut avoir des systèmes qui permettent de retrouver cette clé. Lorsque, Stéphane, vous qui êtes moins habitué des crypto-monnaies, vous allez la mettre dans un endroit et la perdre. vous, Stéphane. Et effectivement, vous serez bien content de pouvoir appeler Ledger pour essayer de retrouver vos clés. Bien sûr. Si vous le faites aujourd'hui, on vous dit, désolé Stéphane, vous n'avez plus vos clés, vous avez perdu vos millions. Mais ça me coûtera 10 € par mois. Mais ça vous coûtera 10 € par mois, et surtout, en fait, dans le narratif de la protection des clés privées par la communauté des cryptos, ça a jeté un froid, parce que beaucoup se sont dit, en fait, on a accès à ma clé privée, ce sur quoi pourtant Ledger m'avait dit que personne ne pouvait accéder. Donc c'est une option, on a bien compris que si on ne prenait pas cette option, la clé ne sortait pas, que quand bien même on prenait cette option à 10 €, elle serait cryptée, chiffrée et envoyée à 3 endroits différents. Mais quand même, Ça a jeté un froid. En plus, il faut donner son identité pour récupérer ses clés si jamais on les a perdues, ce qui est logique pour s'assurer de la provenance de la demande. Bref, ça a jeté un petit froid. Et donc, MetaMask a mis un deuxième froid sur l'écosystème la semaine dernière, décidément, en effectivement mettant à jour ses conditions d'utilisation, spécifiant que, je cite, chaque partie sera responsable, comme l'exige la loi applicable, d'identifier et de payer les taxes et autres frais exigés par les gouvernements. Boum. Grosse frayeur sur l'écosystème. MetaMask, qui est le même principe que Ledger, mais version logicielle, peut accéder à mes crypto-monnaies. Mais en fait, non, toujours pas. Là, c'est encore différent, mais c'est la façon la plus juriste, entre guillemets, d'avoir écrit ça de telle sorte, à pouvoir couvrir le plus de choses possible. Mais MetaMask s'est expliqué. Consensus, l'entreprise derrière MetaMask, le petit renard orange, nous a précisé que c'est uniquement lors des achats à l'intérieur de l'application MetaMask ou d'interactions avec Consensus et ses autres applications que des frais seront prélevés, qu'en aucun cas ils ont accès aux 24 mots de récupération, qu'en aucun cas ils ont accès aux crypto-monnaies des clients, mais que, encore une fois, ça ne sert qu'à cette partie-là. Ça a été écrit de la sorte à pouvoir couvrir le maximum de choses, ça a fait peur. On est quand même dans un climat réglementaire qui a l'impression que les gouvernements veulent accéder à tout prix aux crypto-monnaies des citoyens. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais tout ce climat ambiant, la réglementation et les deux faux pas communicationnels de Ledger et MetaMask
ont fait un peu peur à l'industrie. Mais rassurez-vous, a priori, si vous ne prenez pas l'option ou que vous ne prenez pas de service chez Consensus, ils n'auront pas accès à vos crypto-monnaies. Yves, il vous a un petit peu grillé la politesse, Valentin, parce que vous aussi, vous aviez relevé cette controverse, 10 € par mois pour récupérer sa clé chez Ledger. Effectivement, en fait, la polémique, elle oppose d'un côté les gens, on va dire, pratiques, et puis de l'autre côté, les puristes. Chez les puristes, effectivement, avoir un tiers de confiance, c'est un peu contradictoire avec l'essence. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de la crypto. Et effectivement, ils viennent un peu challenger Ledger en disant si effectivement il n'y a pas de backdoor, ce qu'ils craignent, c'est la backdoor. Est-ce qu'il y a quelque part dans le code de Ledger un accès caché aux clés privées? Et en fait, ils disent le test ultime de l'existence de cette clé privée, c'est de publier vos codes sources. Les puristes vont inviter en vain Ledger a publié ses codes sources comme Satoshi a publié ses codes sources, et c'est ça qui est la clé de voûte de la confiance qu'on a vers le Bitcoin. Effectivement, pour les puristes, ils en tirent la conclusion que Ledger n'est pas pur. Effectivement, Ledger n'est pas un pure play, n'est pas un puriste, un ayatollah de la transparence et de la crypto et de la blockchain, de la philosophie. Ledger est une entreprise qui risque énormément et qui investit énormément dans la sécurité d'une part et dans le service qu'il rend à ses usagers. Effectivement, pour ceux qui veulent faire aucun compromis, ils ne peuvent pas complètement adopter uniquement Ledger comme protection. Cela étant, si effectivement l'option n'est pas prise, les clés ne quittent toujours pas l'appareil, donc ça reste une option. C'est un projet ou on peut déjà la prendre, cette option? Il me semble qu'elle est déjà accessible, puisqu'effectivement, en fait, il y a eu un petit problème communicationnel de la part de Ledger. Elle aurait dû être annoncée par son CEO dans une conférence la semaine dernière. La mise à jour est arrivée un petit peu avant sur les hardware wallets, donc elle est déjà accessible en vérité. Ça coûte effectivement 10 € par mois. Et on sait si beaucoup de personnes ont souscrit? Non, on n'a pas de chiffre en tout cas, mais je pense que c'est une bonne étape pour l'adoption. Mais c'est vrai que cette option mot de passe oublié sur la Ledger va scinder la communauté en deux. Et pour l'instant, comme la plus présente, c'est celle des puristes, ça secoue un peu du côté de chez Ledger. Yves est venu avec une petite histoire il y a pratiquement 13 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 22 mai 2010. Laszlo Aniek, un développeur, avait acheté 2 pizzas. Il les avait payées 10 000 bitcoins. À l'époque, ça faisait 41 $, c'est ça? À l'époque, ça faisait effectivement le prix à peu près de 2 pizzas, une quarantaine de dollars. Aujourd'hui, ça ferait 273 millions de $. Ben voilà. C'est clair que c'est des fois, il fait bon d'être pizzaiolo et de recevoir la commande. Effectivement, il a glissé ça comme un petit défi sur un forum. À l'époque, le Bitcoin, c'était vraiment un gadget. Ça servait absolument à rien. C'était un gadget mathématique, un gadget de geek, d'informaticien fou. Et les gens s'amusaient avec. Et Laszlo a eu l'idée complètement saugrenue de dire, de poster sur un forum internet le post suivant où il dit, livrez-moi 2 pizzas, je vous donne 10 000 bitcoins. J'ai faim. Et je veux pas une pizza parce que j'aime bien manger les restes de ma pizza le lendemain. Pour être certain qu'il y ait des restes le lendemain, j'aimerais bien 2 pizzas. Et 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui lui a répondu en disant écoute, je vais t'envoyer tes 2 pizzas et tu me livres les 10 000 bitcoins sur cette clé publique. L'échange a eu lieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu amusant aussi. On a affaire avec la Bitcoin à quelque chose qui est un peu immatériel. Et cette immatérialité, c'est un peu comme une nation, elle a besoin d'une mythologie. Et l'histoire récente de cette immatérialité qu'est le Bitcoin, elle a de temps en temps des petites dates mythologiques qui servent pas à grand-chose, mais qui servent à mettre des bornes dans l'évolution de la monnaie. La première fois que le Bitcoin a été échangé effectivement contre un bien matériel, c'était le 22 mai 2010. Il y avait eu 2 dates avant. Il y avait eu la publication du papier de Satoshi Nakamoto en octobre 2008. Et il y a eu le premier Bitcoin miné le 3 janvier 2009. Donc vous voyez, c'est des dates. Et il y a eu une autre date un peu historique pour ceux qui suivent ça. C'est le 7 septembre 2021. C'est le jour où, pour la première fois, un État indépendant et souverain a dit que le Bitcoin était une de ces 2 monnaies aux côtés du dollar. C'est le San Salvador. Valentin, effectivement, avec le recul,
Tu as appris les dates par cœur, Yves? Non, j'ai noté. Non, mais effectivement, ça fait partie des dates assez importantes et celle de Pizza Day, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'écosystème, et souvent célébré. Pizza Day. Beaucoup ont mangé des pizzas hier soir, parce que c'était hier, tout à fait. pas de bêtises. Et ouais, cette anecdote est toujours amusante, et chaque fois qu'on en parle, la somme que ça vaut aujourd'hui augmente un petit peu. En tout cas, ça remet les choses en perspective. Quand on parle de la volatilité du Bitcoin, ça rappelle quand même que sur le long terme, la tendance, elle est clairement à la hausse. Ça, c'est sûr que Yves l'a observé puisqu'il est là depuis 10 ans et qu'il le voit depuis plus longtemps que nous à Cryptost. Mais oui, c'est sûr que quand on dézoome, parce qu'il s'agit toujours de dézoomer, on se rend compte que voilà, effectivement, ça valait $40 il y a 10 ans, que c'est plusieurs centaines de millions aujourd'hui. Si on l'avait fait il y a 2 ans, puis on l'a forcément fait sur ce plateau, c'était 300 ou 400 millions. Maintenant, c'est 250 à peu près. Mais sur la long terme, je pense qu'on ne retrouvera pas $40. Si ça redescend, ça sera pas en dessous du prix, ou alors c'est qu'il y a eu un gros problème, soit sur la planète Terre, soit sur Bitcoin. 273 millions, mais pour 2 pizzas. Vous avez mangé des pizzas hier soir pour le célébrer? Tout à fait. Non, c'est vrai? Absolument. Non, j'avoue que j'ai pas mangé de pizza. On fait ça depuis 2016. Beaucoup l'ont fait chez nous à Cryptos. Moi, j'ai pas fait ça encore. Mais je m'y mettrai, on le fera la prochaine fois. Bah, écoutez, j'ai appris quelque chose. Le Pizza Day pour les amateurs pour les professionnels de la crypto. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce BFM Crypto, le club. Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, et Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. Merci.